avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait sur les vitres du petit salon, traçant des chemins sinueux entre les reflets des lampes. Pauline Leroy, 68 ans, tricotait lentement, le regard perdu dans le vide. Le tic-tac régulier de l'horloge murale lui tenait compagnie depuis la mort d'Henri, son mari, 8 ans plus tôt. Chaque soir, elle s'asseyait dans ce fauteuil usé, celui qu'ils avaient acheté ensemble à crédit dans les années 80. Elle aimait penser qu'il portait encore la forme de son époux, comme une empreinte de leur passé. Sur la table basse, une pile de factures, une tasse de thé tiédi, et une lettre de la caisse de retraite. Elle l'a relue une dernière fois. Montant mensuel de votre pension, 47 230 pesos. Elle soupira. Ce chiffre la rassurait, mais il la blessait aussi. Parce qu'il lui rappelait tout ce qu'elle avait, et tout ce qu'elle avait perdu, une maison pleine de rire, un mari attentif, un fils aimant autrefois. Aujourd'hui, Lucas, son unique fils, vivait à des kilomètres d'elle, dans une grande maison moderne avec sa femme et leurs 2 enfants. Il l'appelait une fois par semaine, souvent entre 2 réunions, et finissait toujours par dire « Maman, tu as besoin d'argent ? Tu arrives à t'en sortir avec ta petite pension ?» Et chaque fois, elle mentait. Un petit mensonge, croyait-elle. Un mensonge de protection. Oui, mon chéri, je touche à peine 11 000. Mais tu sais, j'ai l'habitude de vivre simplement. Elle ne voulait pas qu'il sache. Parce qu'elle connaissait son fils, s'il apprenait qu'elle touchait 4 fois plus, il trouverait le moyen de l'aider à mieux gérer, de s'immiscer, de contrôler. Lucas était devenu ce genre d'homme, organisé, rationnel, obsédé par le contrôle des choses et des gens. Il croyait que tout problème avait une solution, et que c'était la sienne. Pauline, elle, voulait juste vivre à sa façon. Manger un bol de soupe le soir sans qu'on lui dise que ce n'est pas équilibré. Donner discrètement 5 000 pesos à la vieille voisine sans qu'on l'accuse d'imprudence. Acheter des fleurs, des livres, ou un nouveau tricot sans rendre de compte. Son mensonge, c'était son dernier territoire de liberté. Mais parfois, la nuit, la culpabilité la réveillait. Elle pensait à Lucas, à la confiance qu'il lui portait encore. Elle craignait le jour où il découvrirait la vérité. Et ce jour, elle le sentait approcher. Peut-être parce que le voisin était venu la voir avec inquiétude. Peut-être parce qu'elle avait remarqué le ton plus insistant dans la voix de Lucas lors du dernier appel. « Maman, tu me caches quelque chose, n'est-ce pas ?» Elle avait ri doucement, pour détourner la question. Mais à ce moment précis, son cœur avait battu trop fort. Comme si elle savait que ce petit mensonge, prononcé pour garder sa dignité, allait bientôt éclater. Et que ce n'était pas seulement son secret, mais aussi le miroir des blessures silencieuses entre une mère et son fils. Le téléphone sonna un dimanche matin, comme chaque semaine. Pauline ajusta son châle sur ses épaules, inspira doucement et prit une voix enjouée avant de décrocher. « Allô ? Maman ? C'est moi, Lucas. » La voix de son fils avait ce ton pressé, légèrement mécanique, celui d'un homme toujours en mouvement. Pauline sourit, même si personne ne pouvait la voir. « Bonjour, mon grand. Comment vont Claire et les enfants ? Tout le monde va bien, maman. Et toi, comment tu tiens ? Tu as besoin de quelque chose ? » Toujours cette question. Toujours ce soupçon de pitié déguisé en sollicitude. Pauline répondit calmement. « Oh, tu sais, je me débrouille. Avec mes 11 000 pesos, je fais attention, mais je ne manque de rien. » Un silence suivit, juste le temps qu'il soupire. « C'est trop peu, maman. Je t'envoie quelque chose ce mois-ci, d'accord ? » « Non, Lucas. Ne fais pas ça, garde ton argent pour les petits. » Elle parlait doucement, comme une mère qui veut éviter les conflits, tout en serrant dans sa main la lettre de la pension. Le papier froissé semblait la brûler. Elle savait qu'elle venait de répéter le mensonge une fois de trop. Quelques jours plus tard, alors que Pauline rangeait ses courses, son voisin, Monsieur Dumas, frappa à la porte. « Madame Leroy, pardonnez-moi, mais, vous avez besoin d'aide ?» Elle le regarda, surprise. « D'aide ? Pourquoi donc ? » « Eh bien,
J'ai remarqué que vous refusez souvent qu'on vous livre les sacs de provisions, et vous ne venez plus au marché du samedi. Vous savez, si c'est une question d'argent, je peux. Pauline l'interrompit avec un sourire. Oh non, voyons. Je suis simplement fatiguée ces temps-ci. Mais tout va bien. Monsieur Dumas hocha la tête, sans y croire vraiment. Quelques heures plus tard, il fit ce qu'il croyait juste, il appela Lucas. Lucas arriva le lendemain matin, sans prévenir. Sa voiture noire s'arrêta dans le petit chemin de gravier devant la maison de son enfance. Pauline, en robe de chambre, sortit sur le perron, le cœur battant. « Lucas ? Mais qu'est-ce que tu fais ici ? J'ai pris un jour de congé. Je voulais te voir. » Il entra, balaya la pièce du regard, s'attardant sur les murs ternis, les meubles anciens, le réfrigérateur à moitié vide. Son visage se ferma. « Maman, tu m'as dit que tout allait bien. » Pauline sentit la honte lui nouer la gorge. « Et c'est le cas, Lucas. Je mange, je dors, je vis. Que veux-tu de plus ? » Il ouvrit le frigo. À l'intérieur, une bouteille d'eau, un reste de soupe, du pain sec. Lucas referma la porte avec lenteur. « Tu ne peux pas vivre comme ça. Ce n'est pas une vie digne de toi. » Elle détourna les yeux, blessée. « Je ne me plains pas. J'ai appris à me contenter de peu. » « Non, maman. C'est moi qui vais m'occuper de toi maintenant. Tu vas venir vivre avec nous. » « Quoi ? Non, Lucas, Il n'y a pas de discussion possible. Je t'ai laissé seul trop longtemps. » Il parlait avec cette autorité qu'il avait héritée de son père, cette voix ferme, sans faille. Pauline sentit ses jambes trembler. Il croyait la sauver. En vérité, il la dépossédait de sa liberté. Quand la porte se referma derrière lui, Pauline s'assit dans son fauteuil. Les larmes montèrent sans qu'elle puisse les retenir. Tout partait d'un mensonge, un simple chiffre prononcé à la légère. Et voilà qu'il devenait une cage dorée qui se refermait sur elle. Dans le silence du salon, elle murmura. « Henri, qu'ai-je fait ?» L'horloge répondit par son tic-tac régulier, implacable, comme le compte à rebours d'une vérité qui s'approchait. Le jour du départ, Pauline resta longtemps immobile devant sa maison. Les rideaux qu'elle avait cousus elle-même, les cadres au mur, la petite plante au bord de la fenêtre, tout semblait la regarder partir. Lucas chargeait les derniers cartons dans le coffre de sa voiture, impatient. « Maman, dépêche-toi, la pluie va reprendre. » Elle hocha la tête, les yeux pleins d'eau. « Laisse-moi juste dire au revoir. » Elle fit un dernier tour du salon, caressant le dossier du fauteuil de son mari. Ce n'était pas une simple maison qu'elle quittait, c'était sa vie, sa liberté, ses souvenirs. Quand elle monta enfin dans la voiture, le moteur démarra dans un silence lourd. Sur la route, Lucas parlait de sécurité, de confort, de projet, mais Pauline n'écoutait pas. Chaque mot sonnait comme une promesse forcée, un avenir décidé sans elle. La maison de Lucas, à la périphérie de la ville, était spacieuse, moderne, froide. Une façade blanche, des baies vitrées, un parquet qui brillait comme un miroir. Claire, sa belle-fille, l'accueillit avec un sourire poli. « Pauline. Quelle joie de vous avoir ici. La chambre d'amis est prête, vous allez être bien installée. » Pauline esquissa un sourire. Elle sentit déjà la distance dans le ton de Claire, une amabilité impeccable, sans chaleur. On lui montra sa chambre, à l'étage. Une pièce parfaite, lit neuf, draps immaculés, vue sur le jardin. Mais pas une seule trace d'elle. Pas un souvenir, pas un parfum familier. Le soir, à table, tout semblait réglé comme une horloge. « On dîne à 18h, annonça Claire. Et après, Lucas aide les enfants à faire leurs devoirs. Pauline acquiesça doucement. Elle observa la famille, les enfants riaient, Lucas parlait de son travail, Claire corrigeait une liste de courses. Tout semblait fluide, ordonné. Et pourtant, Pauline se sentait invisible, comme une ombre au bout de la table. Les jours passèrent, tous semblables. Lucas déposait des pilules sur la table du petit déjeuner, porte attention. Claire préparait ses vêtements. Même les sorties de Pauline devaient être approuvées. « Tu veux aller au parc ?
conduit. Seul, ce n'est pas prudent. Chaque geste bienveillant devenait une chaîne supplémentaire. Elle souriait, par peur d'être ingrate, mais le soir, dans sa chambre, elle étouffait. Un soir, elle osa dire. Lucas, tu sais, je pourrais retourner dans mon ancienne maison. Peut-être la racheter, ou louer un petit appartement. Maman, arrête. Tu ne peux pas vivre seule avec ta petite pension. Ma petite pension, répéta-t-elle d'une voix tremblante. Oui, bien sûr. Il ne remarqua pas le frisson dans sa voix. Il croyait la protéger. Mais elle sentait qu'il la réduisait à une vieillesse dépendante, fragile, sans volonté propre. Une nuit, elle se réveilla en sursaut. Elle avait rêvé d'Henri. Il lui disait, d'une voix douce. Pauline, tu mérites encore de choisir ta vie. Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle se leva, marcha jusqu'à la fenêtre. La maison de Lucas était silencieuse, ordonnée, presque trop parfaite. Mais à cet instant, elle comprit qu'elle y serait toujours étrangère. Et au fond d'elle, elle sut que le mensonge, ce petit chiffre inventé pour se protéger, allait tôt ou tard éclater. Parce qu'aucune vérité, même prononcée pour de bonnes raisons, ne peut rester cachée éternellement. Ce matin-là, Lucas s'était levé plus tôt que d'habitude. Claire l'attendait dans la cuisine, une tasse de café à la main. Tu devrais jeter un œil au papier de ta mère, dit-elle doucement. Il y a des factures qui arrivent encore à son ancienne adresse. On devrait mettre ça à jour. Lucas acquiesça distraitement. Il prit la clé du petit coffre où Pauline rangeait ses documents. Il ne s'attendait à rien d'extraordinaire, juste des papiers de retraite, des relevés de santé, peut-être quelques lettres d'Henri. Mais quand il ouvrit le dossier bleu à rabat, une feuille attira aussitôt son attention. Une lettre officielle, avec un en-tête administratif. Son regard tomba sur une ligne. Et son cœur s'arrêta. Montant mensuel de votre pension, 47 230 pesos. Il relut 3 fois, incapable de respirer. Ce n'était pas une erreur. C'était une vérité qu'il n'avait jamais soupçonnée. Il sentit la colère monter, brûlante, déchirante. 47 000 murmura-t-il. Depuis quand? Pauline était dans le salon, tricotant comme à son habitude. Quand Lucas entra, son pas résonnait différemment, lourd, précipité, tranchant. Maman. Oui, mon chéri? Il jeta la feuille sur la table. Tu veux bien m'expliquer ça? Pauline se figea. Ses doigts tremblèrent légèrement sur le tricot. Le silence s'installa, lourd comme un verdict. Lucas, je peux tout expliquer. Qu'est-ce que tu m'as fait, maman? Tu m'as menti pendant des années. Tu m'as dit que tu touchais à peine 11 000. Il parlait fort, presque criant. Claire arriva, inquiète, mais resta en retrait. Pauline posa calmement son tricot, leva les yeux vers son fils. Oui, Lucas. Je t'ai menti. Mais pourquoi? Pourquoi me cacher ça? Tu pensais que j'allais te voler? Non, Lucas. Je voulais juste être libre. Le ton doux de sa voix déstabilisa Lucas plus que la colère n'aurait pu le faire. Libre? Répéta-t-il, incrédule. Libre de quoi? De ton contrôle, de tes décisions à ma place. Tu veux tout organiser, tout planifier, tout diriger. J'avais peur que tu transformes ma vie en un emploi du temps. Lucas recula d'un pas. Ses yeux brillaient. J'ai tout fait pour toi. J'ai vendu ta maison, j'ai organisé ta vie ici pour que tu ne manques de rien. Et toi, tu me mens? Pauline inspira profondément. Oui. Parce que je savais que si tu connaissais la vérité, tu ne m'aurais pas laissé vivre seule. Et tu avais raison. C'est dangereux à ton âge. Non, Lucas. Ce qui est dangereux, c'est de ne plus avoir le droit de décider pour soi. Le silence retomba, brutal. Même les enfants, à l'étage, semblaient retenir leur souffle. Plus tard, dans la soirée, Lucas était resté enfermé dans son bureau. Claire tenta de le raisonner. Elle n'a pas fait ça contre toi, tu sais. Elle voulait juste se sentir utile, indépendante. Alors pourquoi mentir?
Pourquoi ne pas me faire confiance? Peut-être parce que, toi non plus, tu ne lui faisais plus confiance. Lucas détourna le regard. Ces mots le frappèrent de plein fouet. Parce qu'au fond, elle avait raison. De son côté, Pauline restait assise dans la chambre d'amis, les mains jointes sur ses genoux. Elle savait que son mensonge venait de s'effondrer. Et pourtant, elle ne regrettait pas d'avoir voulu vivre selon ses propres règles. Mais elle craignait d'avoir perdu ce qu'elle avait de plus précieux, la confiance de son fils. Elle murmura, seule dans la nuit. Je ne voulais pas te blesser, Lucas. Je voulais juste garder un peu de moi. Dans le couloir, derrière la porte entr'ouverte, Lucas écoutait. Et son cœur, malgré la colère, commença à se fissurer. L'hiver s'installa doucement. La maison de Lucas, d'ordinaire pleine de rires d'enfants et d'odeurs de café, devint étrangement silencieuse. Depuis la dispute, les mots entre mère et fils s'étaient raréfiés. Ils se croisaient à table, se saluaient poliment, mais leurs regards évitaient de se rencontrer trop longtemps. Pauline se levait chaque matin avant tout le monde. Elle préparait le petit déjeuner, mettait la table avec soin, par habitude, par pudeur, par besoin d'exister encore à travers de petits gestes. Puis elle disparaissait dans sa chambre, où elle tricotait en silence, le regard perdu entre les mailles. Les jours défilaient, et plus le temps passait, plus elle sentait que quelque chose s'était brisé pour de bon. Lucas, lui, oscillait entre culpabilité et colère. Il ne supportait pas l'idée d'avoir été trompé, mais encore moins celle d'avoir blessé sa mère. Parfois, il passait devant la porte de sa chambre, la main sur la poignée, hésitant à frapper. Mais il renonçait toujours. Le soir, Claire tentait de le raisonner. « Lucas, elle est seule ici, même entourée. Tu devrais lui parler. »« Je ne sais plus quoi dire, » murmura-t-il. « Chaque fois que je la regarde, je repense à ce mensonge. Ce n'est pas un mensonge de trahison, c'est un mensonge de peur. » Lucas laissa échapper un rire amer. « La peur? De quoi? De toi. De ton contrôle, de ton besoin de tout diriger. » Elle voulait juste qu'on la laisse respirer. Ces mots restèrent dans son esprit toute la nuit. Mais il ne les comprit vraiment que beaucoup plus tard. Un matin, alors que Claire et les enfants étaient sortis, Pauline descendit dans le jardin. Le soleil perçait timidement entre les nuages. Elle s'assit sur un banc, près du vieux cerisier. Elle sortit une lettre pliée en 4, une lettre d'Henri, qu'elle gardait précieusement depuis des années. L'écriture était tremblée mais ferme. Si un jour notre fils t'étouffe de bonnes intentions, rappelle-lui que l'amour n'est pas un devoir, mais une confiance. Aime-le, même quand il croit savoir mieux que toi. Et rappelle-toi toujours, ta vie t'appartient, même vieille, même fatiguée. Les larmes montèrent. Elle relut la lettre plusieurs fois, comme on caresse une cicatrice. Henri avait toujours su voir juste, même au-delà du temps. Le soir venu, Pauline prit une décision. Elle ne pouvait pas continuer à vivre ici, dans une maison où la bienveillance ressemblait à une prison. Elle commença à mettre de côté un peu d'argent, chaque semaine, discrètement. Une petite somme retirée à la banque, toujours en liquide, toujours rangée dans une boîte en fer cachée derrière ses pulls. Elle voulait partir. Pas fuir. Partir pour se retrouver. Un soir, Lucas entra dans la cuisine sans la prévenir. Elle sursauta, la boîte encore ouverte devant elle. Leurs regards se croisèrent. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-il, méfiant. « Je range » répondit-elle, en refermant la boîte. « Tu caches encore quelque chose ?» Le ton sec la blessa. Elle baissa les yeux. « Non, Lucas. Je mets de l'ordre dans mes affaires, c'est tout. » Il soupira, s'apprêta à répondre, mais se retint. Il tourna les talons sans un mot. Et cette fois, ce fut Pauline qui sentit la colère monter. Elle n'en voulait pas seulement à son fils. Elle en voulait à elle-même, d'avoir nourri ce mensonge qui avait tout déformé, jusqu'à leur amour. Ce soir-là, elle écrivit une lettre. À Lucas. Elle y mit toute sa vérité, toute sa tendresse, toute sa fatigue. Elle lui parla de liberté, de dignité, de ce besoin viscéral de rester maîtresse de sa vie, même à 68 ans. Quand elle eut terminé, elle glissa la lettre dans un tiroir, à côté du tricot inachevé.
Le lendemain, elle savait ce qu'elle ferait. Partir. Non pas pour le fuir, mais pour lui redonner la possibilité de la voir autrement. Non pas comme une vieille femme à protéger, mais comme la femme qu'elle avait toujours été, forte, indépendante et infiniment vivante. 2 semaines plus tard, dans le calme de la maison familiale, Élise s'assit dans son fauteuil préféré, celui près de la fenêtre. Dehors, la lumière dorée du matin filtrait à travers les rideaux, caressant son visage marqué mais paisible. Un notaire devait venir cet après-midi-là. Ce jour serait celui de la dernière vérité. Antoine entra, plus calme qu'avant, presque timide. Il avait passé ses jours à réfléchir, à revoir les mots qu'il avait dits à sa mère, à comprendre ce qu'elle avait voulu lui enseigner. La découverte de la fortune cachée n'était plus une trahison, mais une révélation de son propre aveuglement. « Maman, murmura-t-il, j'ai beaucoup pensé à toi. À ce que tu as fait, à pourquoi tu l'as fait. J'étais en colère, oui, mais maintenant je crois que je comprends. » Élise leva doucement les yeux vers lui. « Tu comprends quoi, mon fils ? Que tu voulais m'apprendre la valeur de la modestie. Pas me punir, mais me protéger de moi-même. Et tu avais raison. Quand j'ai appris la vérité, j'ai vu l'homme que j'étais devenu, quelqu'un qui juge, qui réclame sans gratitude. » Un léger sourire se dessina sur les lèvres d'Élise. « Je ne t'en voulais pas, Antoine. Tu sais, j'ai connu la pauvreté, l'humiliation. Alors quand j'ai enfin eu assez d'argent pour ne plus manquer, j'ai juré de ne jamais laisser l'argent me changer. Mais je voyais bien que toi, tu courais après le confort, pas après la paix. » Il hocha la tête, honteux, puis s'agenouilla à ses pieds. « Je ne mérite pas ton pardon, mais j'aimerais que tu saches que j'ai décidé de changer. J'ai vendu la maison de campagne et donné la moitié à une association. Et j'ai repris mon ancien travail. » Élise, émue, posa une main tremblante sur ses cheveux. « Mon fils, voilà la vraie richesse. » À ce moment-là, le notaire entra dans la pièce, un dossier à la main. Antoine s'assit près de sa mère, inquiet. « Madame Élise Moreau, » commença le notaire, « vous m'avez demandé de rédiger un testament révisé. Voulez-vous que votre fils en prenne connaissance ? » Elle hocha la tête. « Oui. Tout doit être clair aujourd'hui. » Le notaire ouvrit la chemise en cuir et lut. « Je, sous-signé Élise Moreau, lègue à mon fils Antoine la totalité de mes biens, à condition qu'il n'en garde qu'une moitié pour lui, et qu'il consacre l'autre à des œuvres de solidarité et de formation pour les jeunes en difficulté. Car c'est dans le partage que la fortune trouve son sens. » Antoine resta muet. Ses yeux s'embuèrent. « Maman, tu me fais confiance malgré tout ? » Elle sourit. « Toujours. Parce que je sais que, cette fois, tu comprendras. » Quand le notaire partit, un silence doux remplit la pièce. Antoine prit la main de sa mère et murmura. « Je te promets que ton argent ne sera jamais perdu dans l'orgueil. Il servira à faire le bien. » Élise ferma les yeux, apaisée. « Alors je peux partir en paix. » Quelques jours plus tard, elle s'éteignit dans son sommeil, un léger sourire au coin des lèvres. Des années après, la fondation Élise Moreau finança des centaines d'étudiants issus de milieux modestes. Et à l'entrée du bâtiment principal, une plaque portait ces mots. « La véritable richesse ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à ce que l'on partage. » Antoine, devenu un homme respecté et humble, y venait chaque année, déposant une rose blanche au pied de la plaque. Et chaque fois, il murmurait. « Merci, maman. Pour la plus belle leçon de ma vie. » Rose,